tu as une photo quelque part, peut-être sur ton téléphone, peut-être dans un album, une photo de toi à 30 ans, 32 ans, 35 ans et quand tu la regardes, qu'est-ce que tu ressens? Pour certains hommes, c'est de la fierté: «Ouais, j'étais bien». Pour d'autres, c'est une pointe de douleur. Je me souviens de cet homme-là et je comprends pas vraiment comment j'en suis arrivé là. Et voilà la question que je veux explorer avec toi aujourd'hui. L'homme que tu étais à 30 ans, est-ce qu'il t'aide ou est-ce qu'il te freine dans ta progression aujourd'hui? Parce que cette réponse-là, où elle change tout. Elle détermine comment tu te vois quand tu rates une séance, comment tu interprètes les résultats qui arrivent lentement, ce que tu te dis le matin quand tu as pas envie. Et si tu vas tenir sur le long terme ou pas, bienvenue dans une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose que j'aborde rarement en coaching parce que ça touche à quelque chose de sensible. Le rapport que tu as avec, ta version passée et comment ce rapport-là te construit ou te détruit dans ta progression après 40 ans. Le piège du rétroviseur, il y a un pattern que je vois souvent chez les hommes qui reprennent le sport après 40 ans et c'est tellement courant que je me demande si c'est pas universel. Ils reprennent en se comparant à ce qu'ils étaient, pas à d'autres hommes, à eux-mêmes, à la version qu'ils avaient à 28, 30, 35 ans, le niveau d'énergie de cette époque, la capacité de récupération, la facilité à prendre du muscle, la souplesse, la résistance à l'effort. Et à chaque séance, consciemment ou pas, ils mesurent l'écart entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils étaient avant. Cet écart-là, il décourage, parce qu'il sera toujours là. On ne revient pas à 30 ans. On peut s'améliorer considérablement par rapport à aujourd'hui, mais on ne revient pas à ce qu'on était, il y a 15 ou 20 ans. Et si c'est le seul baromètre de réussite, on est condamné à se sentir en échec. Et voilà ce qui m'a frappé en observant ça. Ce mécanisme de comparaison avec le passé, il est rarement conscient. L'homme ne se dit pas: «Je vais me comparer à moi à 30 ans pour me décourager». Il le fait automatiquement. Le cerveau cherche un référentiel familier pour évaluer sa performance et le référentiel le plus familier qu'il ait pour lui-même, c'est le passé. C'est naturel, mais c'est destructeur. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cet homme a souvent des progrès réels, mesurables d'une semaine à l'autre, mais il ne les voit pas parce qu'il ne les compare pas à lui la semaine dernière. Il les compare à lui 15 ou 20 ans plus tôt et dans cette comparaison-là, il sera toujours en dessous. C'est le piège du rétroviseur, tu conduis en regardant derrière et tu avances pas vraiment. Voilà dans quelle situation l'homme que tu étais à 30 ans devient ton ennemi, quand il devient ton seul critère de réussite. Si tu peux pas soulever ce que tu soulevais avant, tu considères que tu as échoué. Si tu peux pas courir au même rythme, tu considères que tu es diminué. Si ta récupération prend plus de temps qu'avant, tu interprètes ça comme une régression. Aucune de ces interprétations n'est juste. Elles sont toutes basées sur une comparaison qui n'a aucun sens physiologiquement. Ton corps, à 50 ans, n'est pas une version dégradée de ton corps à 30 ans. C'est un corps différent, avec des forces différentes, des limitations différentes et des besoins différents. Quand ils te paralysent avant même de commencer, certains hommes ne reprennent pas le sport parce qu'ils savent qu'ils seront loin de leur niveau d'avant. Et ne pas essayer, c'est ne pas risquer de se confronter à cet écart. C'est une forme de protection de l'ego, mais c'est aussi un des mécanismes les plus destructeurs pour la santé sur le long terme. Et je veux m'arrêter là parce que c'est un point qui touche particulièrement les anciens sportifs, un homme qui a été bon dans son sport, qui a eu un niveau, une identité sportive forte, il souffre plus de cet écart qu'un homme qui n'a jamais été sportif. Parce que la chute est plus longue, parce que l'identité passée est plus forte et parce que recommencer en bas de l'échelle, c'est incohérent avec l'image qu'il a de lui-même. C'est pour ça que des hommes avec un vrai passé sportif ont parfois plus de mal à reprendre que des hommes qui n'ont jamais fait de sport. L'ancien sportif doit gérer son ego en plus de tout le reste. Il doit accepter d'être un débutant dans quelque chose qu'il dominait avant. Et ça, c'est une des tâches mentales les plus difficiles qui soient. Quand il t'empêche de voir ce que tu construis maintenant, un homme qui passe ses séances à penser à ce qu'il faisait avant ne voit pas ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est exactement ce qui va changer sa qualité de vie dans les 20 ou 30 prochaines années.
pas ce qu'il faisait à 30 ans. Maintenant, voilà quand cet homme-là peut devenir une ressource plutôt qu'un obstacle. Quand tu utilises son histoire pour comprendre ce qui marche pour toi, ton corps à 30 ans t'a appris des choses sur toi, sur comment tu récupères, sur quel type d'effort te convient, sur ce qui te motive. Ces informations-là, elles sont toujours utiles. L'erreur, c'est de copier les méthodes. La ressource, c'est de garder la connaissance de toi-même. Un homme qui a fait du sport en équipe dans sa jeunesse sait qu'il a besoin de structure et de régularité pour tenir. Un homme qui a pratiqué des arts martiaux sait qu'il répond bien aux progressions lentes et méthodiques. Un homme qui a couru sait que la régularité quotidienne lui convient mieux que les séances intenses et rares. Ces informations sur toi-même, elles viennent de ton passé et elles sont précieuses, pas pour répliquer exactement ce que tu faisais, pour adapter ce que tu fais maintenant à qui tu es vraiment quand tu utilises son énergie comme source d'inspiration sans en faire un standard. Se souvenir du sentiment d'être en forme, actif, vivant dans son corps, ça peut être un moteur puissant. Pas pour retrouver exactement ça, pour construire une version adaptée de ça aujourd'hui avec le corps que tu as maintenant. Ce que j'observe chez les hommes qui font ce travail correctement, ils passent de «je veux retrouver ce que j'avais» à «je veux construire quelque chose d'équivalent mais différent». Ce glissement-là, il change tout, parce que retrouver quelque chose qui n'existe plus, c'est une mission impossible. Construire quelque chose de nouveau à partir de ce qu'on est aujourd'hui, c'est une mission réaliste. Quand tu reconnais sa discipline et sa capacité sans la copier aveuglément. Si tu étais sportif dans ta jeunesse, tu as une discipline que d'autres n'ont pas eue, une connaissance du mouvement, une relation avec l'effort, une capacité à tenir dans l'inconfort. Ça reste. Ça se réveille. Ça peut être utilisé, mais dans un format adapté à aujourd'hui. Ce que ça change de changer de référentiel. Voilà ce que j'observe chez les hommes qui font ce changement, qui décident de ne plus se comparer à qui ils étaient avant et de se comparer à qui ils étaient la semaine dernière. Leur relation à l'entraînement, change radicalement. Chaque séance devient une donnée sur leur progression présente, pas un rappel de leur régression passée. Et cette différence-là, elle est énorme psychologiquement. Elle transforme l'entraînement d'une épreuve humiliante en quelque chose de constructif. Ils commencent à voir des progrès qu'ils ne voyaient pas avant, parce qu'ils regardent dans la bonne direction. Un homme qui fait 8 squats cette semaine avec, 2 reps en réserve et qui en faisait 6 la semaine dernière, il a progressé. C'est un fait. Mais si son référentiel, c'est lui à 30 ans qui faisait des séries de 20 avec des charges, il voit pas ce progrès. Il voit juste l'écart avec le passé. Leur vocabulaire interne change. Les hommes qui se comparent au passé disent des choses comme, «J'ai plus le niveau», «Mon corps est foutu», «C'est trop tard». Les hommes qui se comparent à eux-mêmes, la semaine dernière disent, «J'ai progressé, c'est plus facile qu'avant, je reviens». Même réalité physique, 2 histoires radicalement différentes. Et c'est l'histoire qu'on se raconte qui détermine si on continue ou si on abandonne. Le changement de métrique. Je veux parler d'un truc concret parce que on peut rester dans le théorique toute la journée. Le changement de référentiel, ça se fait aussi avec un changement de métrique, de ce qu'on mesure. À 30 ans, les métriques typiques, c'était le poids sur la barre, la vitesse, les performances, des chiffres objectifs, compétitifs, comparables. Après 40 ans, les métriques qui comptent vraiment sont différentes. Est-ce que j'ai monté les escaliers du bureau sans m'essouffler cette semaine? Est-ce que j'ai dormi mieux ces 7 derniers jours? Est-ce que mon niveau d'énergie à 15 heures est plus stable qu'il y a 3 semaines? Est-ce que je me réveille moins courbaturé qu'au début? Est-ce que mes vêtements tombent différemment? Ce sont des indicateurs de progression tout aussi valides et ils ont un avantage immense sur les métriques de performance. Ils mesurent l'impact de l'entraînement sur ta vie réelle, pas sur un tableau de performance sportive. Et voilà pourquoi ces métriques-là sont plus puissantes psychologiquement. Quand tu mesures ta force, tu peux toujours te comparer à quelqu'un de plus fort ou à toi dans le passé. Quand tu mesures ton énergie dans la journée, ta qualité de sommeil, ta capacité à faire les choses que tu aimes faire, là, tu compares toi à toi. Et cette comparaison-là, elle est toujours possible de l'améliorer. Il n'y a pas de plafond, il y a juste,
Est-ce que ma vie s'améliore? J'aime bien poser une question simple après 4 semaines de travail. Est-ce que tu te sens mieux qu'il y a un mois? Pas est-ce que tu es plus fort? Pas non plus est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu te sens mieux? Et la réponse à cette question-là, c'est celle qui va te dire si ça vaut la peine de continuer. Parce que se sentir mieux, c'est le résultat qui dure. C'est le résultat qui influence tout le reste de ta vie. Et donc c'est ce qui se passe quand un homme fait ce basculement de métrique. Il commence à célébrer des victoires qu'il ignorait avant. La semaine où il a monté ses sacs de course au troisième étage sans souffler, le matin où il s'est réveillé à 6h10 naturellement avant son alarme, le soir où sa femme lui a dit qu'il semblait moins fatigué. Ces victoires-là, elles construisent quelque chose, elles construisent la conviction que ça marche. Et cette conviction, c'est le carburant le plus fiable qui soit pour continuer. Ce que tu fais cette semaine, voilà l'exercice. Et c'est un exercice mental, pas physique. Tu prends une feuille ou ton téléphone et tu fais 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, tu listes 3 choses que tu faisais à 30 ans que tu ne peux plus faire exactement pareil. Sois honnête, pas pour te faire du mal, pour nommer ce qui est réel. Dans la colonne de droite, tu listes 3 choses que tu peux faire aujourd'hui, que tu faisais pas à 30 ans ou que tu valorises différemment. La patience que tu as développée, la connaissance de ton corps, la clarté sur ce qui compte vraiment, la capacité à construire une habitude plutôt que de courir après des résultats spectaculaires. Et tu regardes ces 2 colonnes, pas pour compenser, pas pour te rassurer, pour avoir une image complète et honnête de qui tu es aujourd'hui. Parce que cet homme-là, avec ses limitations et ses ressources actuelles, c'est lui qui va s'entraîner demain matin, pas l'homme de 30 ans. Et c'est cet homme-là qu'il faut apprendre à coacher. La semaine prochaine, on change de format, un épisode construit autour d'une question réelle posée par un auditeur sur un sujet que beaucoup d'hommes ne savent pas comment aborder. Comment tenir sa routine quand l'été arrive et que tout change? Vacances, chaleur, horaires qui disparaissent. Voilà comment gérer ça concrètement. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi une rep à la fois.